Eh bien, tout d'abord, bonsoir et merci collectif de nous accueillir ici. On va parler donc un petit peu de la liberté de la presse et du fact-checking. Alors, c'est toujours intéressant de passer après Laurent Mucchielli qui fait une brillante présentation sociologique en adressant chacun des problèmes et en posant la question de savoir si jamais la presse joue bien son rôle d'être le quatrième pouvoir. On peut en douter. Je vais essayer de vous montrer pourquoi, de vous expliquer comment ça fonctionne et surtout d'essayer de remettre dans le contexte, parce que de temps en temps, rien qu'en repensant au passé, on peut éviter énormément de problèmes dans l'avenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 15 citations d'hommes et personnes célèbres. La première de ces citations, c'est une citation de celui qu'on peut appeler le père de la science, le père même du réalisme politique Thucydide. Et il disait, le citoyen, il va falloir choisir, se reposer ou être libre. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous choisi de vous reposer dans la salle, mais d'être libre en dehors de la salle. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à certains moments d'arrêter de vous reposer et de penser. Je vais vous poser quelques questions aussi à un moment. Mais c'est important quand même de repenser à cette phrase parce que c'était 500 ans avant Jésus-Christ, il se posait déjà ce genre de questions. Et donc déjà, à l'origine, quand on pensait à la science, on pensait à ces questions-là. Je vais commencer par une citation de Thomas Jefferson dans 1776, dans la Déclaration de l'Indépendance, où il disait « Notre liberté dépend de la liberté de la presse. Elle ne saurait être limitée sans être perdue. » Donc déjà à l'époque, on se posait la question de savoir quand on perd quelque chose, qu'est-ce qu'on gagne. Et en l'occurrence, si on perd cette liberté de la presse, on va perdre notre liberté de penser, notre liberté tout simplement. Cette liberté, elle est si fondamentale qu'elle a été inscrite dans la Constitution aux États-Unis. On l'oublie trop souvent. La deuxième, c'est de Victor Hugo. Alors lui avait dit « La presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde ». Le gouvernement du monde, il en parlait déjà après le pape, le papier. La liberté de la pièce est entière. Il suffit d'avoir les milliards nécessaires. Alfred Sauvy avait dit ça. Alors, moi, on m'a dit que la presse était contrôlée par 7 milliardaires en France, quelques milliardaires aux États-Unis, mais déjà à l'époque, ils avaient vu et compris ce qui allait se passer. Achetez la presse et vous serez les maîtres de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du monde, Adolphe Crémieux, qui était ministre de la Justice à l'époque. Intéressant, encore une fois, que Laurent Mucchielli nous parle, on va dire, du lien d'intérêt, des conflits d'intérêt tels qu'on peut les observer aujourd'hui, mais à l'époque, 1800 et quelques, ils avaient déjà vu tout ça. Une autre. Si vous souriez à la presse vous sourit, et quand elle est de votre côté, le monde vous appartient. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Donc, grosso modo, entre copains, on se tape sur le dos, petit arrangement entre amis, et voilà. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est prendre chacune de ces hypothèses et vous demander dans la salle celle que vous croyez être la plus importante. Qui pense que la première, qui croit que la plus importante, la première est la plus importante? Je vais vous demander de lever la main et on va voir la première phrase, pardon. Bon, elle ne gagne pas beaucoup Ah, quelques-uns. Maintenant, la deuxième. Bon, la première gagne pour l'instant. La troisième. Ah, pardon, la troisième, c'est celle de Alfred Sauvy. La liberté de la presse est entière. Ah, pardon. Bon, alors je recommence. Notre liberté dépend de la liberté de la presse. Elle ne saurait être limitée sans être perdue. Qui croit que celle-là est la plus importante? Ah, là, il y a un petit peu plus de gens. La deuxième, c'est la presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde. Après le pape, le papier. Bon, la première gagne pour l'instant. La liberté de la presse est entière. Il suffit d'avoir les milliards nécessaires. Bon, les milliardaires, ils ne font pas trop recettes. Jefferson gagne toujours. Achetez la presse, vous serez les maîtres de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays. Crémieux l'emporte pour l'instant. Si vous souriez à la presse vous sourit, et quand elle est de votre côté, le monde vous appartient.
Bon, donc, en fin de compte, grosso modo, c'est à partir du moment où vous êtes propriétaire de quelque chose, c'est-à-dire que vous l'avez acheté, ben, vous pensez que vous allez être donc les maîtres de l'opinion et les maîtres du pays. C'est quand même ce qui, sociologiquement, et dans les médias et dans les analyses que j'ai pu entendre de toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est le problème principal aujourd'hui. Mais je vais continuer avec 5 autres citations, parce que ce n'est pas fini. Celle-là, vous allez tous l'adorer. Avec une campagne de presse bien menée, au bout de 2 mois, les Français croiraient en Dieu. Ça vaudrait... C'est Maurice Donnet qui avait dit ça. La presse est une école d'abrutissement car elle dispense de pensée. Flaubert. C'est encore d'actualité? Les classiques? Il faut que la presse paraisse, et surtout pas qu'elle paraisse. C'est-à-dire que quand elle paraît, eh bien, aujourd'hui, on peut se dire une chose, c'est que nos journalistes sont bien paresseux et qu'ils n'ont pas fait le travail. Et d'ailleurs, je salue tous les citoyens et tous les médecins qui ont fait le travail des journalistes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce travail. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Claude Frisoni a fait toute sa carrière au Luxembourg. Voilà. C'est pour ça que j'ai été chercher cette citation. « La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. » Ça, c'est un inconnu du canard enchaîné. Donc c'est certain que si jamais les journalistes ne font pas usage du 4e pouvoir, ben, elle va s'user. Et nous-mêmes, par la même occasion, on va être mal informés. Et pour finir, si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Et ça, c'est Honoré de Balzac qui disait ça, à propos de la presse parisienne. Et il était très, très, très sévère avec la presse. Parce qu'il disait que les journalistes étaient véreux, qui pétaient plus haut que leur cul, excusez l'expression, mais c'était ça. Voilà. Et qu'ils étaient très prétentieux. Donc, tous... Peut-être que Coluche l'a dit, mais en tout cas, ce que je tenais à faire, c'est au travers de ces 10 citations primaires, vous dire qu'on n'a rien inventé. Je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu de quelqu'un de notre siècle aujourd'hui. Maintenant, regardons un petit peu ce que les hommes politiques disent de la presse. Alors on sait très bien que la parole des hommes politiques n'engage que ceux qui les tiennent, mais bon, la première, c'est un attentat contre la presse, c'est un attentat contre la République. C'était au moment de Charlie Hebdo. Alors moi, aujourd'hui, j'ai vu un attentat contre la presse, puisque les médias aujourd'hui sont censurés. Ça veut donc dire, si jamais je l'écoute, que on a un attentat contre la République. Et Laurent Micheli a bien dit qu'on avait une question sur la démocratie et le rôle de la presse dans la démocratie. On peut se poser cette question. On va descendre. La liberté de la presse présente des inconvénients, mais moins que l'absence de liberté. Ça, c'est François Mitterrand qui disait ça. Alors, j'espère qu'il se retourne dans sa tombe en regardant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein, parce que liberté de la presse, peut-être, l'absence de liberté, on en a perdu beaucoup. Et on a aussi perdu beaucoup de liberté dans la presse. Jacques Chirac avait dit « Le mensonge est une pratique détestable contre laquelle nos démocraties occidentales sont largement protégées, grâce notamment à l'action de la presse. » Alors, pour un homme politique qui fait prophétie dans le mensonge, c'est quand même assez incroyable de se dire que la presse va le protéger et va surtout nous protéger. Alors, à partir du moment où les milliardaires contrôlent la presse et les politiques font ami-ami avec eux, eh bien, on peut se poser la question vraiment de savoir si on est protégé du mensonge ou alors si la vérité est habillée en habit de mensonge et à ce moment-là, on peut nous faire avaler n'importe quoi. Pour continuer, François Hollande avait dit « Aucun acte barbare ne sera jamais éteint de la liberté de la presse. Nous sommes un pays uni qui saura réagir et faire bloc. » Alors, si jamais j'enlève le terme barbare, son ancien ministre, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé les Français. Et donc, par définition, à partir du moment où nous sommes divisés, nous ne sommes plus unis, et donc on ne peut plus avoir la liberté de la presse à partir du moment où on est désunis. C'est quand même encore intéressant de se poser ça. Et pour finir, j'ai repris Jefferson parce qu'il dit, bien sûr, que la seule chose qui est vraie dans la presse, c'est les publicités. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, en tant que directeur de la publication, rédacteur en chef d'un journal, quand je lis ça, je me dis, il vaut mieux que je change de métier. Et ça tombe très bien parce qu'à l'origine, je ne suis pas journaliste. Et j'aime bien quand on dit que je ne suis pas journaliste, parce que du coup, ça me fait travailler un petit peu plus et me poser des questions. Alors la deuxième partie, c'est parler du fact-checking. Alors on a tous entendu parler du fact-checking, mais qu'est-ce que c'est ce fact-checking?
Le fact-checking, on a l'impression que naturellement, on va tous vérifier ce qu'on nous dit. Et en fait, le devoir numéro 1 d'un journaliste, ça serait de vérifier les faits, de vérifier ce qu'il écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a un délit de fausse nouvelle. Donc, par définition, si on ne vérifie pas ce qu'on dit, on a une chance de faire une fausse nouvelle et c'est un délit pénal. Donc, c'est un des devoirs, c'est même écrit dans la charte de Munich, qui est la charte de déontologie des journalistes. Accessoirement, j'ai oublié de dire que je n'ai pas de lien d'intérêt ni de conflit d'intérêt, n'ayant jamais reçu aucune aide de l'État. De la même manière que les médecins qui déclarent l'absence de conflit d'intérêt. Alors le PDG de l'AFP, tout à l'heure on a parlé un petit peu des divers organismes. En 2015, il disait que le fact-checking a été développé pour vérifier ce qui est dit dans les autres médias. Alors donc les médias vont se vérifier les uns les autres. Alors c'est pas mal qu'entre pairs on se vérifie. C'est un peu comme les médecins qui revoient les publications des autres pour améliorer la science. J'ai entendu Alexandra dire que quand on est une spirale ascendante et qu'on agit dans le bon sens et qu'on agit collégialement pour faire avancer la science, c'est positif. Mais là, on n'est plus en train de faire avancer la science, on est en train de se vérifier les uns les autres. C'est Big Brother. Mais ça, c'est le PDG de l'AFP qui dit ça, la principale agence France de médias. Alors ça a été développé à l'origine pour valider ou invalider les dires des politiques, bien sûr, puisque Jacques Chirac disait qu'on avait un problème avec le mensonge et que la presse était là pour nous en protéger. Eh bien, jusqu'à présent, il réplique exactement ce qui a été dit. Mais dans la crise du Covid, ça a été institutionnalisé comme un outil de blanchiment d'informations avec l'aide de Wikipédia. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avec Idrissa Berkane, on a fait une enquête sur les fact-checker, et on a fait tomber un organisme de fact-checking qui s'appelait Fact and Furious. Alors, c'est pas très sérieux de s'appeler furieux. Mais ce délit de blanchiment d'information ou de fausse information est quelque chose qui est terrible, parce que dans la crise, et aujourd'hui, c'est devenu institutionnalisé, dans la crise, Wikipédia, qui est censé être une encyclopédie participative en ligne, on va trouver de l'information qui est censée être objective et nous éduquer, se trouve être un organe de propagande au même titre que certaines des revues scientifiques les plus prestigieuses comme le Lancet, le New England Journal of Medicine, ces revues qui, pour la plupart des gens qui sont médecins, étaient des références. Ces revues qui aujourd'hui sont devenues un autre organe de propagande dont il faut se méfier. Quand je parlerai de la confiance tout à l'heure, on verra un petit peu le rôle de ces organes. Et en fait, le vrai problème avec ces organes de fact-checking, c'est qu'ils sont là pour essayer de nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors que tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « je ne suis pas d'accord avec un tel ». Donc quand on commence à confondre la notion de vérité et la notion d'accord, eh bien, on se retrouve dans quelque chose qui est fondamentalement erroné. On a une société qui dit d'un côté « je connais la vérité » et dans l'autre, quelque chose que je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord avec cette proposition. Et je vais vous proposer un modèle qui est utilisé en communication, 2 modèles plus exactement, pour essayer d'illustrer ces propos. Mais avant, je voudrais finir sur la notion de fake news. Donc, tout à l'heure, on a vu que les problèmes de la presse ne datent pas d'aujourd'hui, puisque ça fait très longtemps qu'on s'en préoccupe, mais il y a plusieurs lois. 1849, il y avait une loi sur un délit de fausse nouvelle. 1881, il y a aussi des délits de fausses nouvelles. Il y a même... Donc, tout le monde a dit que les fact-checkers étaient là pour vérifier la parole de Trump ou de certains politiques, mais en fin de compte, il y a très longtemps qu'on avait prévu cet élément-là. Et ce délit, il a existé. L'article du Code électoral de 2002, il s'attache à ce que la désinformation ne vienne pas semer l'anarchie au moment des élections. Il y a eu aussi une amende. Alors ça vous paraît rigolo, mais en fait, tous les mécanismes juridiques sont là. Ils ne sont juste pas appliqués. Donc parfois encore, en regardant ce qui existe, on se dit, est-ce que le problème, c'est de refondre ce qui existe déjà, ou alors c'est de l'utiliser tout simplement et de l'utiliser à bon escient. On revient à cette notion d'indépendance. Les médecins en savent quelque chose, puisque dès lors que les médicaments existaient et qu'ils ont voulu les utiliser, ils n'ont pas pu les utiliser, alors que leur formation
leur disait on va essayer d'utiliser ce médicament, et ils ont ce droit d'ordonnance, ce devoir d'ordonnance. Et alors quand celui qui utilise ce concept, celui qui utilise tous ces concepts, vraiment, il démontre sa capacité à mener le monde. À partir du moment où on vérifie une information et qu'on dit que cette information est vraie ou faux, il va influencer tout le comportement des individus. Ça influence le débat public. Ça rentre dans une forme de psychose, de peur, c'est-à-dire que quelqu'un va avoir peur de s'exprimer, on va avoir peur de faire des erreurs. Alors que l'erreur, elle est humaine. Quand on est gamin, on apprend à marcher, on se casse la figure. Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est un apprentissage. Donc apprendre à faire des erreurs, il ne faut pas les faire trop souvent. On peut pardonner à quelqu'un. On dit bien une erreur, un mensonge qu'on peut pardonner si jamais on ne le refait pas 2 fois. Pareil pour une erreur. En tout cas, il y a vraiment un problème à l'utilisation du concept de fact-checking. Alors la crise des médias ou de l'information, je vais vous donner quelques chiffres. Elle ne date pas de 2020, ce n'est pas dû à la Covid. Bon, j'ai déjà entendu ça, c'est pareil que pour les épidémies. Laurent Tubiana en a parlé tout à l'heure. Quand on regarde 37 ans d'années, on s'aperçoit que rien n'est nouveau. Mais aujourd'hui, il n'y a que 24% des Français qui font confiance aux mainstream médias, aux médias mainstream. Alors, quand il y a un Français sur 4 qui font confiance aux médias, si un Français sur 4 faisait confiance à Air France, il n'y a plus personne qui monterait dans les avions. Ça ne veut pas dire que les avions vont se casser la figure. En tout cas, il y a un problème de confiance ici. Et donc, c'est pour ça qu'il faut subventionner, puisque quand il y a un Français sur 4 qui n'achète pas ce qui se passe dans les médias, eh bien, on est obligé de les subventionner, sinon ils ne seraient même pas à l'équilibre. Deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il y a 50% qui font confiance, un Français sur 2 font confiance à l'information officielle. Donc, on ne croit pas vraiment les hommes politiques, mais on les croit un petit peu plus, un tout petit peu plus que les médias. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait 75% des gens qui faisaient confiance à leurs médecins. Alors maintenant, dans le mécanisme de propagande de la Covid, on comprend pourquoi il fallait utiliser des médecins sur les plateaux de télévision pour faire passer un message, puisque les gens leur font confiance à la base, puisqu'ils sont là pour nous aider. Donc le mécanisme de communication passe toujours par celui en qui on a le plus confiance. Alors c'est très court-termiste, mais en tout cas en termes de propagande, ça marche très bien. Parce que les gens ont commencé à faire confiance. Je l'ai entendu à la télévision. Je n'aime pas les journalistes, mais j'ai entendu un médecin le dire. Et comme j'ai confiance dans mon médecin, et ce n'était pas un homme politique qui le disait, eh bien c'était la manière d'atteindre la propagande. Alors, l'autre problème qu'il y a aujourd'hui dans les médias, on en a parlé, c'est une ligne éditoriale unique, parce qu'on a des reprises de dépêches de l'AFP. Il y a énormément de biais idéologiques sur certains sujets. Alors ces biais ils sont normatifs, alors que les journalistes font à peu près tous les mêmes écoles. Ils sont conformistes, ils restent entre eux. Alors il y a des biais idéologiques politiques. On a pu parler qu'il y avait une mouvance de gauche chez les journalistes. Il y a peu de journalistes de droite. Il suffit de regarder ce qui est en train d'arriver à CNews, c'est qu'on leur dit « vous n'avez pas assez de pluralisme ». Il y a des ministres de la culture en France qui disent qu'il n'y a pas assez de pluralisme sur CNews, vous ne garantissez pas ce pluralisme, alors que est-ce qu'ils garantissent le pluralisme sur le service public? Et moi j'ai envie de leur dire, chez François, j'ai invité énormément de personnes, de droite, de gauche, de l'étranger, de France et de Navarre. Ce sont les gens qui disent oui ou non, c'est jamais nous qui décidons. Et donc, par définition, s'ils ne veulent pas venir s'exprimer, s'ils ne veulent pas débattre, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours 2 types d'erreurs que l'on peut faire quand on évalue un média. C'est est-ce que le média est ouvert à tout le monde? Et la réalité, c'est que la plupart des médias, notamment CNews, est aussi ouvert à tout le monde, mais les gens ne veulent pas venir. Donc, par définition, on arrive à un moment ou à un autre où il y a une équation qui est insoluble et les régulateurs devraient se poser cette question. Dernière chose, c'est la propriété centralisée entre les mains de quelques personnes. On l'a bien vu dans les citations. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et on ne va pas le résoudre d'ici demain. La place de l'analyse et de l'info. Alors le processus normal pour la génération de l'info, c'est la même chose que celle d'un diagnostic médical. On a une information de base, il y a un patient qui vient nous voir, il y a quelqu'un qui vient nous voir, j'ai besoin, j'ai tel symptôme, et on a cette information, on la complète, on fait une analyse, et à partir de ça, on va former une opinion, un consensus. Alors ça, c'est le processus qui devrait être de base et qui devrait être respecté. Il se trouve qu'aujourd'hui,
il y a un rôle prépondérant des agences de presse comme l'AFP ou PR Newswire ou choses comme ça. Et ils jouent ce rôle tellement important parce que c'est le centralisateur d'une information de base. Et les médias vont republier ce qui se passe et les dépêches, après analyse ou pas. Parfois, il n'y a même pas d'analyse. On verra un petit peu tout à l'heure avec un exemple. Alors, ce que vous recevez dans les médias, c'est donc pas un produit primaire de l'information, vous recevez un produit transformé. Quand vous allez au supermarché et que vous voulez faire des crêpes, vous pouvez acheter des crêpes toutes préparées, vous pouvez acheter de la farine, des œufs, de l'eau, et vous pouvez faire tout ça. Eh bien, les médias mainstream vous font un produit dérivé, c'est-à-dire ils vous font le produit prêt à consommer, et les agences de presse font les produits prêts à consommer, et ils sont repris dans les médias mainstream. Alors, les produits dérivés, il faut savoir que dans la crise des subprimes, en 2008, ces produits dérivés étaient des produits qui étaient construits sur des sous-jacents immobiliers, mais on ne savait même plus que c'était un sous-jacent immobilier. On vous vendait un produit à rendement, on ne savait pas ce qu'on achetait, mais on achetait le rendement. Donc quand on ne sait pas ce qu'on achète, eh bien comme la plupart des informations que vous recevez sont des produits dérivés, eh bien c'est très difficile de connaître le sous-jacent et d'en faire l'analyse fondamentale. Alors que le modèle devrait reposer sur la compréhension et l'analyse fondamentale. Un médecin qui ne va pas ausculter son patient, est-ce qu'il va vraiment faire son travail de médecin? Un journaliste qui ne va pas chercher à comprendre et à faire l'analyse fondamentale de d'où vient l'information, comment l'a-t-il eu, est-ce qu'il pourrait être influencé, ça ne devrait pas être un produit dérivé. Dès lors qu'on a un produit dérivé, on sait qu'on a un problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les médias mainstream qui informent la plupart des gens reposent sur un modèle qui s'appelle de suiveur de tendance. Ils vont suivre la tendance qui est dictée par l'AFP, c'est comme ça qu'il y a des erreurs. Alors je ne pourrais en citer que deux. Par exemple, le décès de Martin Bouygues qui est annoncé par l'AFP et qui est repris par tout le monde, ou quand il y a eu Dupont de Ligonnès qui a été retrouvé, tous les médias en ont parlé, et ça prend 5 minutes et tout le monde en parle, sans que personne ne se pose la question, et malgré qu'ils ont tous les systèmes d'information pour éviter tous ces biais. Alors pour venir un peu aux biais, parce que pour éviter justement tous ces problèmes, c'est quelles sont les méthodes que l'on a. Alors les méthodes, elles sont nombreuses, mais principalement, il faut comprendre les biais auxquels on doit faire face. Alors les deux premiers biais, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations qu'on a l'impression qu'il y a une surinformation. Alors notre cerveau filtre. Il filtre ces informations. La deuxième, c'est qu'on s'encombre maintenant que du strict nécessaire. J'ai plus envie de regarder les médias mainstream. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait « je n'ai plus envie d'écouter ces informations-là ». Et du coup, on ne s'encombre que du strict nécessaire. On demande à un tel « qu'est-ce que tu penses ?» Et du coup, on a l'impression de s'être forgé une opinion, un avis. Et cet avis, il est parfois pas bon du tout. Troisième point, c'est que on veut aller très vite, parce que socialement, on doit être informé de tout, et donc on va directement aux conclusions. Et pourquoi on va directement aux conclusions? C'est parce que ça évite justement d'aller trop en profondeur. Et le dernier, c'est que bien sûr, au travers de tout ça, quand on manque d'informations, on va remplir les trous, on va se raconter des histoires, on va demander à un tel, et donc on ne fait pas le travail. Donc notre cerveau fonctionne comme ça, ce qui entraîne que ça peut nous jouer beaucoup de tours, donc on ne voit pas tout aujourd'hui. Malheureusement, il y a des infos qu'on a écartées dans notre cerveau qui sont très utiles et qui sont importantes. Et ça, y compris en sciences, et surtout en sciences, quand on écarte des hypothèses. Notre mémoire renforce ces erreurs, donc on va chercher à renforcer ces erreurs. Et ça, c'est un biais fondamental qu'un journaliste va faire, c'est... par exemple, lors du décès de Martin Bouygues, tout le monde s'est posé la question de confirmer sa mort. Donc tous les journalistes cherchaient à confirmer sa mort. Il n'y en a pas un seul qui s'est posé la question, mais est-ce qu'il est encore vivant? Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé dans la salle de rédaction de l'AFP. Tout le monde et le journaliste ne cherchaient qu'à confirmer cette erreur. Après, il y a des décisions qui sont rapides, qui sont complètement inutiles ou nulles. Regardons un petit peu les biais décisionnels qu'il y a pu y avoir lors des prises de décision sur le confinement, sur le masque. Donc on peut percevoir des injustices, ou sur l'obligation vaccinale des soignants. Injuste, égoïste et surtout contre-productif parce qu'elle ne repose pas sur des éléments fondamentaux, c'est des décisions qui sont trop rapides. Et en fait, on peut aussi, parce qu'on recherche du sens,
on peut se générer des illusions. Donc j'ai entendu souvent le terme en disant on se fait des idées, les deux clans sont opposés et notre cerveau nous permet de nous générer des illusions. Alors tous les biais, pour ceux qui veulent les analyser, il y a un codex des biais cognitifs. Moi j'invite tout le monde à lire ça, à prendre ça, vous pouvez aller chercher l'URL. Et là vous avez tous les biais. Ça va du trop-plein d'informations à ce que dont nous devons souvenir, la nécessité d'agir vite et ce qui n'a pas assez de sens. Et chacun de ces biais, quand on les analyse, ça permet d'éviter de tomber dans le panneau d'une fausse information. Eh bien, sachez une chose, c'est que dans les écoles de journalisme, on n'apprend pas ça. Voilà. Par contre, dans certaines écoles de management, certaines écoles de psychologie, certaines écoles de sociologie, on l'apprend. Parce que les formations de journalistes sont aujourd'hui uniformes. Il y a très très peu de journalistes. Les vieux journalistes sont capables de faire ça parce qu'ils ont l'expérience. Je vais prendre deux autres exemples. Donc il y a deux échelles qui sont utilisées dans des modèles traditionnels de communication ou de marketing. La première échelle, elle s'appelle l'attitude, l'intention et le comportement. Et ça, c'est une échelle qui est assez logique et qui devrait être utilisée normativement dans un monde normal. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que l'attitude, donc par exemple, je suis pour la vaccination, ou je pense que les vaccins, j'ai une attitude positive vis-à-vis de certains types de traitements, ça devrait entraîner une intention positive déjà d'aller se faire vacciner. Mais ceci dit, il y a plein de personnes qui ne vont pas y aller, et en grande consommation, tout le monde a envie d'avoir un iPhone, tout le monde a envie d'avoir une Rolls-Royce, mais en fait, il y a plein de barrières pour ne pas avoir une Rolls-Royce parce que ça coûte trop cher ou parce qu'on ne va pas les trouver. En tout cas, ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont bien compris, ils ont fait leurs preuves et ils ont vérifié dans beaucoup de cas que ce soit la grande consommation, l'achat de biens durables, la politique. Hein. Regardez, j'aimerais voter pour la NUPES au deuxième tour des élections présidentielles, mais ils ne sont pas là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voter pour la plus proche alternative, ou alors la moins pire. Donc ce n'est plus un vote d'adhésion, donc le comportement est forcément influencé. Ces taux de transformation, ils sont variables, et il y a plusieurs causes, notamment l'élasticité au prix, les produits qui ne sont pas disponibles, mais aussi des contraintes et des incitations qui sont détournées. Donc dans la dernière année, on a vu beaucoup d'incitations qui ont été détournées, notamment vis-à-vis de la vaccination, quand on l'a rendue obligatoire, quand on a mis un pass vaccinal ou un pass sanitaire qui vous dit si vous voulez retourner vivre. Donc cette incitation et ces incitations et la théorie des incitations est quelque chose qui est très bien compris et qui a été bien utilisé par les politiques. Elle est très bien compris par les économistes aujourd'hui, notamment parce qu'on est capable de nous faire acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin. Mais ce qu'utilisent les fact-checkers, c'est cette échelle qui s'appelle la croyance, la confiance et le contrôle. Alors c'est intéressant parce qu'on ne s'est pas du tout concerté avec Laurent Micheli tout à l'heure, mais il a parlé de confiance, il a parlé de contrôle et il a parlé de croyance. Alors on a tous entendu quelqu'un nous dire « je crois en la science ». Alors moi, la différence qu'il y a, c'est que je fais une grosse différence entre la notion de science et la notion de recherche. Donc aujourd'hui, la science, c'est l'ensemble des connaissances qui sont acquises. On sait que rouge, c'est rouge, que ça, c'est une voiture, que ça, c'est un micro. On va tous l'accepter. Et on a mélangé les deux. La recherche, c'est ce qui est en cours, on va dire, c'est les connaissances qui sont en cours d'acquisition qui vont permettre d'atteindre une vérité scientifique. Alors quand quelqu'un me dit « je crois en la science », déjà, je commence à avoir un énorme doute. Parce que je crois en des connaissances qui sont acquises, c'est-à-dire que je crois que ça, c'est un micro, déjà, il y a un problème. Ça veut dire que je ne suis pas sûr de moi-même. Et donc, ce mésusage des mots a entraîné énormément de problèmes de comportement, parce que la croyance, c'est une attitude qui est comparative, et elle est conditionnelle. Par exemple, quand je dis « je crois en Dieu », je n'ai pas spécifié de quel Dieu il s'agit, et je peux dire à monsieur ou à madame « je crois en Dieu » sans qu'on croie dans le même Dieu. Pourtant, l'assertion elle est vraie pour les deux personnes. Et cet élément-là est ce sur quoi on joue. Quand on dit « je crois en la vaccination », eh bien, on peut ne pas parler du même vaccin. Donc, en l'occurrence, quand on dit à quelqu'un « vous êtes anti-vax », eh bien, ça veut pas, il faudrait le caractériser. Ça veut dire « vous êtes anti-vax pour le Covid ». Mais j'ai tous mes autres vaccins. Ça ne fait pas de vous un anti-vax.
D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la population qui sont vaccinées et ils ont peut-être un vaccin qui leur manque et ça ne fait pas d'eux des anti-vax. Ça fait d'eux des personnes qui n'ont pas assez d'informations sur un produit et ça fait d'eux des personnes qui préfèrent en savoir un petit peu plus que croquer la pomme et attendre les effets après. La deuxième chose, c'est que la confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est ce qui renforce tous nos biais cognitifs, enfin, toutes nos puissances cognitives. Et c'est là où on joue, c'est-à-dire que dès lors que vous avez une croyance dans quelque chose, et pas une croyance dans quelque chose qui est établi, par exemple, je crois que les journaux vont me dire la vérité. Faites confiance au monde, nous allons vous amener une information loyale. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que si vous dites quelque chose opposé à nous, on va vous contrôler, donc on va vous dire que vous êtes complotiste. Donc, professeur Perron, il a le droit d'aller parler dans un journal en disant « Je pense que l'hydroxychloroquine fonctionne » ou « Les traitements précoces fonctionnent ». Bien, le journal va dire « Je suis le vecteur de la confiance, mais je vais vous contrôler. Vous n'avez pas le droit de le dire. » Alors que l'ordre des médecins, et les médecins lui a dit qu'il pouvait le dire. Et donc, ce modèle est très insidieux parce qu'on joue sur cette notion de croyance pour justement faire croire qu'il faut avoir confiance. Alors, ce qui s'est passé avec le monde des médias, c'est qu'un média alternatif, et il y en a beaucoup, je crois qu'il y a Kairos, il y a BAM, il y a Putsch Média, il y a Le Monde Moderne, on va appeler François un média alternatif aujourd'hui. Alors pourtant que François, c'est une marque historique de médias, datant de 1941, mais on se comporte comme un média alternatif. Il y a eu un comité scientifique indépendant qui a permis d'apporter ce débat, dont parlait Laurent Mucchielli. Alors bien sûr, il est confidentiel, mais en fin de compte, il n'est pas si confidentiel que ça, parce qu'il faut savoir que nous, à un moment, avec François, on avait une audience de 5 millions de visiteurs tous les mois. Nos vidéos ont été vues plus de 12 millions de fois, en France et à l'étranger, parce qu'on publiait tout ça. Donc, on avait une audience. Bien sûr, la censure a permis de restreindre la distribution, mais on était là et on avait les conditions de la confiance. Et avoir confiance dans une source d'information, c'est primordial, c'est exactement pareil qu'avoir confiance dans son médecin. Parce que dès lors qu'on est bien informé, eh bien on va aller mieux. Parce qu'une société qui est bien informée, c'est bien plus agréable qu'une société qui est mal informée. Et dernier point, c'est que la perte de confiance, elle est bien plus rapide que la perte de croyance. Ça prend une fraction de seconde pour perdre la confiance. Alors que la croyance, on peut la garder très 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 longtemps et on peut affecter. Alors ce modèle-là, il est utilisé par les fact-checkers. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez une femme dans une voiture embrasser un homme avec les cheveux au vent, vous pouvez être dans un studio à Aubervilliers avec un ventilateur. Parce qu'on a créé les conditions de votre croyance, qui sont Route 66. Et ça s'appelle de la théâtralisation de l'information. Cette médiatisation a été théâtralisée et jusqu'à ce que vous croyez, parce qu'on est là pour faire de la réalité virtuelle. Et cette réalité, quand c'est du cinéma, et quand vous achetez un ticket de cinéma, eh bien vous savez ce que vous achetez, vous allez acheter une histoire. Par contre, quand vous allez à la télévision pour vous informer, vous ne voulez pas avoir cette histoire. Et donc, dès lors qu'on a joué avec la théâtralisation de cette information, eh bien, on a contrôlé les esprits. Je vais passer sur cette proposition pour parler du modèle de François, comme ça je vais finir. Alors je ne veux pas faire de l'autopromotion, mais étant donné qu'on m'a demandé de parler un petit peu de François, parce qu'on s'est battu, on a perdu notre agrément. Aujourd'hui, il y a quelques autres médias qui sont en passe de perdre leur agrément. Il y a le ministre de la Culture en France qui cherche des noises à CNews en disant qu'en 2025, ils seront très vigilants pour regarder si jamais ils peuvent conserver cet agrément. Mais le modèle de François, on l'a choisi, d'abord on est autonome et on est indépendant. Autonome, ça veut dire financièrement on est autonome, on dépend de notre communauté, on a été indépendant, on n'a jamais eu d'aide de l'État et on n'en veut surtout pas. On n'en veut pas parce que bien sûr, comme ça on peut exercer ce rôle du quatrième pouvoir, comme tous les médias alternatifs que je salue parce que sincèrement c'est pas facile, parce que les médias aujourd'hui, c'est difficile de les financer, bien sûr puisque les gens n'ont pas confiance dans les médias, hormis quand on trouve son audience comme François l'a fait, comme les médias alternatifs l'ont fait. Et ça crée un sacré problème pour les pouvoirs.
Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a une société qui est indépendante et autonome, qui gagne de l'argent, ce n'est pas pour donner de l'argent aux actionnaires comme fait Total ou vont faire les grandes sociétés, c'est vraiment pour payer des journalistes et faire le travail d'information. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est soumis à un modèle qui est un petit peu plus complexe que celui juste des pairs. Le modèle des pairs, c'est le modèle de la revue des écrits des médecins ou des scientifiques par leur communauté. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va se soumettre à la revue aussi par les tiers, c'est-à-dire par nos lecteurs. Le fondateur de François, Lazareff, avait dit « l'important pour un journal, c'est d'être lu ». Moi, je vais un petit peu plus loin, c'est non seulement d'être lu, mais aussi de le critiquer. 2 minutes encore, je pense. Allez, parce qu'on a un petit peu dépassé. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des médias mainstream qui étaient des suiveurs de tendance, et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être plutôt de modèles leaders de tendance. Donc, dans la finance, il y a un modèle qui s'appelle le modèle contrariant. Alors, c'est contrariant santé, la définition pour ceux qui veulent aller la chercher sur Internet ou dans un dictionnaire, c'est un contrariant, c'est quelqu'un qui va à l'encontre du consensus financier. Donc, quand tous les gens sont à l'achat pour une action comme EDF, eh bien, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui sont à la vente sur ce titre. Et c'est très important, ça veut dire qu'ils n'achètent pas la stratégie de cette entreprise. Rappelez-vous bien, ne pas acheter la stratégie d'une entreprise, c'est ne pas prendre son argent pour acheter une action. Et quand on achète quelque chose, qu'on le paye, c'est totalement différent que quand on vous le donne gratuitement. Donc une information aujourd'hui qui vous est donnée gratuitement et que vous prenez, vous ne l'avez pas forcément payée, vous ne l'avez pas forcément achetée. Et rien que cette transaction est importante. Alors pourquoi on est devenu contrariant? Parce qu'on a une capacité analytique propre. C'est aussi dans notre ADN. L'ADN de François, c'était un journal qui s'appelait en 1941 « Défense de la France ». Ça s'est appelé comme ça. Alors c'est un hasard. Hein, je n'ai pas été un investisseur dans François pour ça. Et aussi, on fait une analyse systématique des biais, comme je vous l'ai expliqué. On nous a collé toutes les étiquettes possibles, complotistes, extrémistes, tout ce que vous voulez. Mais c'est assez intéressant, on est suivi par le Conseil d'État et par les médias mainstream. Donc, ils nous lisent, mais ils ne le disent pas. Chut, chut. Ce qu'on trouve dans François, il ne faut pas en parler. On a perdu la sanction, on a perdu l'agrément comme une sanction, mais on l'a récupéré par un référé parce qu'il a fallu qu'on se batte. Alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de est-ce qu'on pouvait poursuivre des médecins. Eh bien, on s'est mis en ordre de bataille pour vraiment aller se battre, non pas sur l'efficacité vaccinale, parce que c'est complexe pour un juge de savoir si 95% d'efficacité, c'est réel ou pas. On s'est battu sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, qui est un droit fondamental. Et au mieux, je dis que les fact-checkers, quand ils disent que ce qu'on dit est vrai ou faux, au mieux, ce qu'ils peuvent dire, c'est on n'est pas d'accord avec nous, et si jamais ils se cantonnaient à dire ça, ça serait très intéressant. Je vais prendre un exemple et finir. L'exemple sur le Lancet. Lancet, c'est cette étude du 22 mai 2020 qui disait hydroxychloroquine fin de partie. 99% des médias ont suivi la tendance de l'AFP sans se poser de questions. Ils ont juste répliqué ce qui était dit. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai pris mon téléphone. Avant de faire, on a regardé, il y avait quand même pas mal de biais dans l'étude. On a créé un questionnaire avec un groupe de scientifiques. Et bien sûr, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mandip Mera. Et je pense que je suis encore le seul en Europe à avoir interrogé le directeur de l'étude. Combien d'analyses dans la finance ne vont pas téléphoner au directeur financier d'une société en difficulté? Aucun. Ils vont tous essayer d'aller compléter leur information. Combien de médecins ne vont pas demander d'analyses supplémentaires à leurs patients qui sont malades? Aucun. Les gens qui font bien leur travail, ils complètent l'information. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce médecin de l'université de Harvard me dit « il n'a pas vu les données ». Vous n'avez pas vu les données? Et je n'ai pas vu des patients. C'est génial ça. Et en plus, il me dit « j'ai utilisé une méthode statistique qui est très avancée, qui permet de répliquer une étude clinique randomisée en double aveugle. » À peu de choses près. Donc là, il essaye de nous impressionner. Mais je lui dis, écoutez, c'est très simple, il y a 3 biais fondamentaux. À mon avis, il y a un grave problème. Et c'est pour ça qu'on conclut en disant, on n'achète pas. Je n'ai pas acheté la dépêche de l'AFP. Donc on a vendu cette histoire et on a dit. Il y a eu plein d'autres exemples. Je pourrais passer sur le remdesivir, bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que le business model de François, il est de type contrariant parce qu'on a essayé d'éviter ces biais. On a enrichi cette information, c'était l'exemple du Lancet, pour diminuer cette asymétrie d'information qui est si importante.
Parce qu'en créant une information loyale ou avec une valeur ajoutée dans cette information, ben on pense que le lecteur il est mieux informé. Alors, tout à l'heure, Laurent Micheli a parlé d'uniformisation. Ben, je vais vous laisser avec la dernière citation de quelqu'un qui est très connu en France, qui était une présentateur du 20h. Et là, elle a tout dit. L'uniformisation de l'information, bien sûr, et même son utilisation de cette uniformisation comme une arme stratégique. Ce qu'il s'est passé, c'est que les médias ont utilisé l'uniformisation de l'information et du contrôle des croyances et en affectant la confiance et en contrôlant les gens qui allaient à l'encontre du narratif comme une arme. Et aujourd'hui, on a un peuple mal informé à cause de ça. Et tout ça, c'était déjà écrit, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que cette phrase existe. Merci. On m'entend? Ouais. Excusez-moi. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier Azalbert. Nous